3 mois. 3 mois de travail pour une vidéo de 10 minutes. Je suis vraiment pas bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis le temps de la dernière vidéo. Comme vous le voyez, ce nouveau décor, je suis en vacances, étant donné que j'y ai le droit, hein, comme tout le monde. J'ai pas posté depuis très longtemps parce que j'ai voulu faire une vidéo qui était travaillée, qui m'a pris énormément de temps, énormément de recherche, énormément de travail à réaliser. La vidéo qui suit, hein, donc j'y ai passé 3 mois pour tourner et monter une vidéo de 10 minutes, qui au final est une vidéo sur fond noir avec des images collées. Ouais. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de la ligne, pas de la Maurienne du coup, mais de la ligne de Loisan, qui est donc ma ligne fictive pour ma maquette. Et j'ai voulu lui donner une histoire, la faire traverser les siècles. Et c'est ce que je vous propose de partager ensemble aujourd'hui. Sachez qu'une partie, la première partie du moins, retourne de vraies informations trouvées sur le net, et ensuite, petit à petit, j'ai dérivé vers l'imagination, étant donné que cette ligne n'existe pas. Donc, je crois que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la ligne existe. Par contre, après, c'est tout de l'invention, de mon invention, de mon imagination, et également imagé par ChatGPT. Étant donné que j'ai voulu essayer un petit peu l'IA, étant donné que ma copine est très dedans. Et je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Ma copine adore l'IA, donc j'ai voulu m'y essayer. En fait, je suis tombé fan de ce truc, de ce pouvoir que ça donne. Donc voilà, j'ai voulu un peu créer des images avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est mieux quand je ne mâche pas mes mots. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. En 1854, Camille Cavour vante les mérites de la Savoie à Napoléon III en parlant de carbone bianco, par opposition à la houille noire, le charbon. Il désignait par cette expression la force des glaces des Alpes libérées lors des fontes des neiges au printemps. La formule de houille blanche, développée à Grenoble à partir de 1878, puis à la foire de Lyon en 1887 par Aristide Bergès, est définitivement popularisée lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, où il en fait l'expression populaire pour caractériser la puissance hydraulique sous toutes ses formes. Les glaciers des montagnes peuvent, étant exploités en force motrice, être pour leur région et pour l'État des richesses aussi précieuses que la houille des profondeurs. Lorsqu'on regarde la source des milliers de chevaux ainsi obtenus et leur puissant service, les glaciers ne sont plus des glaciers. C'est la mine de la houille blanche à laquelle on puise et combien préférable à l'autre. C'est donc à la fin du XIXe siècle que les vallées alpines, dont la vallée de la Romanche, devient l'un des berceaux français de cette fameuse houille blanche. À la fin du XIXe siècle, la vallée de la Romanche est un chaudron industriel. Papeterie, usines hydroélectriques et métallurgiques fleurissent, mais elles sont isolées. Pour évacuer leur production massive et acheminer les matières premières, une solution s'impose, le chemin de fer. En 1893, la Société des voies ferrées du Dauphiné obtient la concession. La mission est claire, créer une ligne à voie métrique pour désenclaver la vallée. Le projet est mené tambour battant. Fait exceptionnel, la voie est majoritairement construite à même la route existante, ce qui permet une rapidité d'exécution stupéfiante. En décembre 1893, le premier tronçon Visil-Rioux-Pérou est ouvert, un an à peine après l'accord. Et c'est le 2 juillet 1894 que la ligne complète jusqu'au Bourdoisan est officiellement mise en service. Connectée au grand réseau du PLM en gare de Jarry-Visil, la vallée de la Romanche est désormais ouverte sur le reste de la France. Le succès de la ligne est immédiat et dépasse toutes les espérances. Elle devient l'artère principale où transite le sang de l'industrie locale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le tonnage de marchandises explose, passant de 40 000 tonnes en 1896 à un pic incroyable de 375 000 tonnes à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour supporter ce trafic incessant, la ligne a dû s'adapter. Au début des années 1930, une déviation est construite pour que les lourds convois de marchandises évitent de traverser le centre-ville de Visil.
Chaque jour, des dizaines de trains, de wagons trémies et de plateformes rythment la vie de la vallée. Un spectacle permanent de la puissance industrielle du Dauphiné. C'est en 1935, après la Première Guerre mondiale, qu'il est décidé de passer à la vitesse supérieure dans la vallée, avec l'aménagement de la ligne impériale à l'écartement 1435, pour relier plus facilement les lignes PLM à celles des VFD. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la ligne impériale du Dauphiné est déjà essentielle à la vie industrielle de la vallée. Ces usines, notamment la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Aumécourt, présents notamment à Rio-Pérou depuis 1905, et d'autres enceintes situées tout le long de la Romanche, deviennent vite des objectifs sensibles. Contrairement aux lignes nationales plus ouvertes, la ligne impériale du Dauphiné traverse des gorges étroites, de nombreux tunnels, viaducs et autres secteurs montagneux qui rendent difficiles les manœuvres de bombardement et de sabotage massif, ainsi que l'occupation permanente de l'infrastructure. Lorsqu'un ouvrage est touché, les équipes locales réussissent souvent à remettre en circulation une voie provisoire en quelques semaines seulement. Les cheminots de la ligne acquièrent alors une réputation nationale pour leur capacité à faire rouler les trains coûte que coûte. À partir de 1943, plusieurs secteurs de l'Oisans deviennent des zones d'activité importantes de la résistance alpine. La ligne et ses cheminots jouent donc un double rôle. Maintenir l'approvisionnement vital des vallées tout en ralentissant discrètement les transports de l'occupant. Des sabotages ciblés apparaissent. Panne électrique organisée, erreurs volontaires de circulation, retard de convois militaires. Mais les résistants le savent. La vallée dépend du chemin de fer. Les usines hydroélectriques de Verne, Rio-Pérou et Pierre-et-Besse doivent continuer de tourner. Et la ligne sera indispensable à la reconstruction. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la reconstruction, mais à l'occupation. C'est lors d'un affrontement entre la 157e division allemande et les maquisards de Loisan sous le tunnel de Vauden que ce dernier s'écroulera, tuant le lieutenant André Perrin et le FFI Jules Faure. Le tunnel deviendra tunnel des maquisards en l'honneur des hommes tombés pour leur patrie en 1944. L'hiver de la même année marque également l'histoire de cette ligne. C'est à la suite d'un sabotage allemand lors du repli des troupes que plusieurs ponts routiers sont détruits. Et, durant plusieurs semaines, la ligne impériale devient le seul moyen de transport encore opérationnel pour la nourriture, le charbon et le matériel médical. Cette ligne sera même surnommée la ligne de vie par la presse locale lors de la Libération. Après la Seconde Guerre mondiale, la France entre dans une période de reconstruction massive. L'industrie redémarre rapidement et les échanges européens augmentent d'année en année. Mais très vite, un problème apparaît. La saturation progressive de la ligne de la Maurienne et du tunnel du Fréjus. Les ingénieurs de la SNCF comprennent alors qu'un seul passage ferroviaire franco-italien par les Alpes représente un risque stratégique majeur. C'est à ce moment qu'un ancien dossier ressort des archives. Le prolongement alpin de la ligne impériale du Dauphiné. En effet, la vieille ligne du VFD, remodernisée après-guerre, possède plusieurs avantages. Une alimentation électrique puissante et régulière, des installations déjà existantes, du moins jusqu'au Bourdoisan, et une forte capacité industrielle. C'est donc en 1958 qu'est créé le corridor alpin dauphinois, pour rallier Grenoble à Briançon puis l'Italie. L'objectif n'est pas de remplacer la Maurienne, mais de la renforcer et d'absorber le surplus du trafic franco-italien. Entre 1962 et 1984, et pour surfer sur l'engouement des Jeux Olympiques de Grenoble de 68, des chantiers gigantesques transforment totalement la vieille ligne impériale. Les infrastructures sont élargies pour accueillir une voie double et renforcées pour permettre le passage de lourds trains de fret. De nouveaux ouvrages apparaissent. Viaducs en béton, tunnels de protection et sous-stations plus nombreuses. Mais la difficulté du terrain se fait vite ressentir. Courbes serrées et pentes relativement raides à l'instar de la Maurienne voisine. Le maintien du 1500 volts continu est conservé afin de limiter les coûts des chantiers. Néanmoins, la caténaire, elle, sera revue en diamètre de 12 à 15 mm² pour éviter les risques d'usure liés à l'intensité demandée par certaines rames de fret. Le cœur du projet reste cependant la création du tunnel du Lautaret, qui permet de rejoindre la Grave à Briançon, et le tunnel de l'Infernet, entre Briançon et Hou, mis en service en 1985 et qui conclut la jonction entre Grenoble et l'Italie. C'est alors que la liaison prend alors son nom commercial, elle s'appellera désormais la Transalpine dauphinoise. Dans les années 1990 puis 2000, la saturation du Fréjus devient chronique.
Avec de nombreux travaux, de limitations de capacité et une hausse constante du trafic européen, la Maurienne souffre d'un encombrement autant sur son trafic routier que ferroviaire. La transalpine dauphinoise prend alors un rôle stratégique essentiel. Lorsqu'un incident touche la Maurienne, une partie du trafic bascule immédiatement sur l'axe dauphinois. Même hors crise, de nombreux opérateurs choisissent désormais cet itinéraire pour éviter la saturation savoyarde et accéder directement au sud-est français. Ou tout simplement desservir l'industrie de l'oisan, surnommée désormais les enfants de la houe blanche. Malgré sa modernisation, la transalpine dauphinoise conserve une réputation particulière dans le monde ferroviaire, réputée comme exigeante et techniquement difficile, mais également fiable. Les trains circulent dans un décor mêlant vallées encaissées sur fond de sommets à plus de 3000 mètres, d'anciennes gares VFD à des installations modernes comme l'IPCS. La transalpine dauphinoise, ou simplement dauphinoise pour les plus intimes, occupe une place essentielle dans le transport ferroviaire alpin européen. Longtemps considérée comme une simple ligne secondaire à voie unique, elle est devenue au fil des décennies un maillon stratégique des échanges entre la France et l'Italie. Dans un contexte de saturation routière des vallées alpines et de transition écologique, la dauphinoise connaît depuis les années 2010 un regain d'importance majeur. Grâce à son alimentation historique issue de l'hydroélectricité alpin, la ligne est aujourd'hui présentée comme l'un des corridors ferroviaires les plus décarbonés d'Europe occidentale. Chaque jour, elle permet de réduire le trafic poids lourd dans les Alpes, de limiter les émissions dans les vallées sensibles à la pollution et de maintenir une desserte ferroviaire régulière et durable dans des territoires montagnards très appréciés des vacanciers de l'heure blanche chaque hiver. Son rôle de délestage de la Maurienne est également devenu indispensable lors des travaux du tunnel du Fréjus, des époulements récents bloquant l'axe ferroviaire savoyard durant plusieurs mois, et plus récemment d'éviter la surcharge du réseau durant la création du tunnel de base reliant Saint-Jean-de-Maurienne à l'Italie pour la nouvelle LGV. De la petite révolution des enfants de la houille blanche au grand axe transalpin européen, la transalpine dauphinoise demeure depuis plus d'un siècle l'artère qui a fait grandir la vallée de la Romanche et tout le pays de l'Oisan. Et voilà, cette vidéo s'achève déjà. Ça a été très long à faire pour juste 10 minutes de collage. Putain, je suis désolé, il y a des mouches de partout dans le coin. C'est affreux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Je suis curieux, j'aimerais faire un petit sondage dans les commentaires. Étant donné que c'est ma première vidéo que je fais assistée d'intelligence artificielle, alors uniquement pour les images et un petit peu pour le texte, c'est pas moi qui écris aussi bien, j'aimerais bien, mais j'ai fait quand même quelques trucs, mais c'est pas moi qui écris aussi bien. Si jamais vous avez besoin d'informations, que vous voulez les liens vers les sources que j'ai utilisées, demandez-les-moi en commentaire, déjà je vous les donne avec grand plaisir. Et ensuite, si jamais vous voulez que je refasse des vidéos inspirées d'intelligence artificielle comme j'ai fait, ou assister, ou que je vous montre comment l'intelligence artificielle peut vous aider pour le modélisme, euh, ou du moins comment l'intelligence artificielle m'a aidé pour le modéliste que je suis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai une petite vidéo vous expliquant comment ça peut se faire. Donc voilà. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser parce que du coup j'ai mes vacances à profiter. Et j'essaierai de poster ma prochaine vidéo d'ici mi-août, fin août, le Fast and Cheap épisode 3 pour faire un champ de moisson. Pour vraiment pas cher, je vous jure. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été si je vous revois pas d'ici là. Profitez bien du soleil et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, ciao ciao. Seconde Guerre mondiale, la France entre dans une période de reconstruction. Massive, En 1884... 1854... Putain, j'ai les pieds qui sentent le saucisson. Ça me donne faim et en même temps ça me dégoûte. Ah merde, j'ai encore oublié de préparer mes feuilles. Fais chier, putain. J'en ai marre, je vais vraiment y passer l'après-midi sur cette connerie. Ah, j'ai oublié de mettre l'autre feuille. Ah, mais c'est pas vrai ça, j'ai que 5 feuilles, pourquoi j'y arrive pas? À la fin du 19e siècle, ah putain, j'ai oublié de prendre ma deuxième feuille. Oh, mais je suis mauvais, putain. Putain, comme ça drache dehors. Moi, je suis bien à l'intérieur à enregistrer ma vidéo, moi. À la fin du...
Mais j'en ai marre, ça fait 10 fois que je recommence. Elle l'a fait du 19e siècle, mais enfin je vais le connaître par cœur, fais chier. Non, pardon, je suis vulgaire, c'est pas bien. Faut pas dire fais chier. Faut dire putain de... Ça y est, je vais commencer à craquer. Oh, j'ai supprimé le truc juste avant. Ah merde. Putain, j'ai raté, j'ai pas mon texte sous les yeux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la ligne impériale du Dauphiné est déjà essentielle à la vie industrielle de la vallée. Ces usines, notamment la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Aumécourt, présents notamment à Riou-Pérou depuis 1905, a d'autres enceintes situées tout le long de la Romanche. Oh putain, mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la reconstruction, mais à l'occupation. C'est lors d'un affrontement entre la 157e division allemande et les maquisards de Loisan, sous le tunnel de Vauden, que ces derniers, n'importe quoi. Dans les années 1990 puis 2000, la saturation du Fréjus devient chronique, avec de nombreux travaux de limitation de capacité et une hausse du constant de trafic. Exactement. Dans les années 1990 puis 2000, la saturation du tunnel du Fréjus devient chronique, avec de nombreux travaux, des limitations de capacité et une hausse du constante... Ah putain. Ah mais une hausse constante du trafic. Ah putain, mais j'arrive pas à lire, sérieux.